Bonjour à tous, je suis Florence Porcel, Community Manager officielle de l'Univers, et je vous souhaite la bienvenue dans le 12e épisode de ce podcast où je vais vous parler de Mars, de la frontière du système solaire, de champs cosmiques et du projet Andromède. Et cette semaine, on va partir de la Terre pour voyager de plus en plus loin dans l'univers. Commençons donc tout près de chez nous, en France, du côté de la culture, avec une nouvelle peu réjouissante. Chers amis, l'heure est grave. Ce n'est pas la fin du monde, mais ça pourrait bien être la fin de C'est pas sorcier. Donc si, comme moi, ça vous enquiquine un petit peu, n'hésitez pas à signer la pétition via le lien que je mettrai dans le billet dédié à ce podcast sur mon blog. Et tant que vous y êtes, veuillez noter une nouvelle pas forcément plus intelligente, mais un peu plus insolite quand même, qui nous vient de l'autre côté de l'Atlantique, à savoir qu'on peut également signer une pétition pour que les États-Unis construisent l'étoile noire. Oui, on parle bien de l'étoile de la mort de Star Wars, ce vaisseau spatial de la forme et de la taille d'une lune qui peut dézinguer une planète d'un seul tir de laser. Mais attention, oh là, ça part d'un bon sentiment. Voilà ce qui est noté sur la pétition. Seront recueillies les signatures afin que le gouvernement des États-Unis puisse réaffecter des ressources matérielles, humaines et financières à la construction d'une étoile noire, dont le chantier débutera en 2016. En concentrant nos ressources du département de la Défense au sein de ce projet, le gouvernement pourra créer de l'emploi dans les secteurs de la construction, du génie, de l'exploration spatiale et bien plus encore, tout en renforçant notre arsenal défensif national. Voilà, créer des emplois et faire avancer le progrès, ok, mais surtout pour faire la guerre, faudrait voir à pas déconner quand même. Vous avez jusqu'au 14 décembre pour signer cette pétition, et si le robot de ménage appuie malencontreusement sur le bouton qui pulvérisera la Terre, faudra pas venir vous plaindre. Mais en attendant qu'on finisse vraiment par la casser, cette planète, d'une manière ou d'une autre, on peut en avoir des images de plus en plus précises grâce à la NASA, qui a réalisé cette superbe vidéo de notre maison vue du côté non éclairé. La résolution est tellement grande qu'on peut y voir les lumières des bateaux de croisière sur le Nil, les flammes des puits de pétrole au Moyen-Orient ou des feux de forêt en Australie. Mais on peut aussi se rendre compte de certaines frontières, comme la frontière naturelle de l'Himalaya, ou la frontière politique beaucoup moins naturelle et beaucoup plus flippante qui sépare les deux Corées. Prenons un peu plus de recul encore avec la date de la semaine, à savoir le 4 décembre dernier, où ce son a été rendu public à l'occasion de l'American Geophysical Union. Ce chant est connu des radioamateurs depuis bien longtemps, mais il n'avait jamais été enregistré de manière aussi précise. Il s'agit en fait de la traduction en ondes sonores, donc audibles pour l'oreille humaine, des perturbations électromagnétiques qui se propagent à travers les ceintures de Van Allen. Les ceintures de Van Allen, ce sont des régions autour de la Terre qui sont électriquement et magnétiquement chargées et qui piègent les particules dangereuses qui viennent notamment du Soleil. Donc en gros, elles protègent la Terre des radiations. Et tous ces flux de particules enregistrés par les deux sondes qui étudient ces ceintures et traduites en ondes sonores, ça donne ce qu'on vient d'entendre. On peut appeler ça le chant de Van Allen. Éloignons-nous de notre bonne vieille Terre et de sa magnétosphère avec l'info de la semaine qui sera un pot-pourri de toutes les nouvelles concernant Mars. Mais juste avant, puisque c'est sur notre chemin, faisons une halte du côté de la Lune, tiens. Il se trouve que tout un chacun pourra bientôt y aller puisqu'une compagnie privée organisera des expéditions d'exploration, y compris pour des particuliers, d'ici la fin de la décennie. Pour la modique somme d'1,5 milliard de dollars, vous pourrez partir à deux, quand même, pour un aller-retour Terre-Lune et une petite promenade sur place. Mais comme c'est pas demain la veille que je pourrais m'offrir ça à Noël, quittons notre planète et sa proche banlieue pour arriver chez notre voisine, cette bonne vieille planète rouge. Alors ça se bouscule du côté des infos martiennes cette semaine, je vais donc vous la faire courte. La fameuse découverte qui aurait pu rentrer dans les livres d'histoire est désormais publique. Curiosity a bien trouvé du composé carboné sur Mars. Il s'agit donc bien de matière organique, mais on ne sait pas d'où elle vient. Il faudra donc définir à l'avenir si elle vient de Curiosity elle-même, de météorites qui s'écrasent régulièrement là-bas, ou vraiment de Mars. Et si jamais ça fait vraiment partie de Mars, il faudra encore déterminer si c'est d'origine géologique ou biologique. Donc on a encore un peu de temps devant nous pour avoir la réponse. Et à noter également qu'un Curiosity numéro 2 est en projet à la NASA pour 2020, mais cette fois-ci pour creuser jusqu'à 2 mètres de profondeur et ramener ensuite des échantillons sur Terre. Mais c'est pas tout concernant Mars. Dans les années qui viennent, ça va se bousculer au portillon martien, déjà avec toutes les missions qui sont prévues, américaines, européennes, russes, etc. Mais ensuite,
et surtout avec le projet Mars One qui semble se concrétiser. Mars One, c'est une société néerlandaise qui veut envoyer des hommes sur Mars dès 2023 à l'aide de sociétés privées uniquement et de financer le tout en faisant un programme de télé-réalité. This is the plan. In 2016, a communication satellite and a supply mission will be sent to Mars. In 2018, a large planetary rover will be sent to Mars. It will drive around on Mars to find the best location for the settlement. In 2020, living units, life support units, a rover, and more supplies will be sent to Mars. The rovers will prepare the settlement for human arrival. They will extract the inflatable section from the living unit. The life support unit will prepare the outpost for arrival of the humans. The crew will depart in September 2022, when the settlement is fully operational and habitable. They will be flying to Mars in a transit habitat, with a lander attached to it. 7 months later, in April 2023, the humans will land on Mars, the next giant leap for mankind. Mars One invites you to join us in this great adventure. Si je vous en parle cette semaine, c'est parce que le 4 décembre dernier, la société a annoncé que la sélection des candidats commencera en mars prochain. Donc on imagine que l'émission débutera à ce moment-là aussi. Et j'avais déjà entendu parler de ce projet, mais sans le prendre trop au sérieux. Mais là, ça a quand même l'air de se préciser. Et l'idée n'est pas mauvaise du tout, hein. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est exactement la même que dans le roman Les Enfants de Mars dont je vous avais parlé. Mais ce qui me gêne dans l'histoire, c'est que ce voyage vers Mars sera sans retour. Alors là, ça me pose problème, surtout si c'est filmé 24 heures sur 24. Alors je suis peut-être pessimiste, hein, mais je suis pas sûre que ça élève l'humanité d'assister à ce genre de spectacle. Alors une mission de ce genre, même financée comme ça, ok, pas de problème, pourquoi pas, hein. Ça peut faire accélérer les choses et ça peut être passionnant pour tout le monde à tout point de vue, mais pas sans la possibilité de pouvoir revenir en cas de problème, quoi. Enfin, là, je trouve ça vraiment glauque. Mais bon, je suis peut-être trop, je sais pas, vieux jeu, mais enfin, envoyer des êtres humains sur Mars et si ça se passe mal, les regarder mourir de faim, de soif, de maladie ou de froid sous prétexte que ça fait partie des risques de cette mission télé-réalité, je suis pas hyper à l'aise avec l'idée quand même. Bon, cela dit, et c'est la dernière info de la semaine concernant Mars, la Chine aurait mis au point une cabine support de vie où, dans un espace clos de 300 mètres cubes, le fait de planter des légumes suffirait à établir un mécanisme d'équilibrage dynamique de l'oxygène, du dioxyde de carbone et de l'eau entre 2 personnes et les plantes. Du coup, vivre en confinement ne serait plus impossible puisque les légumes fournissent de l'oxygène et absorbent le monoxyde de carbone des 2 astronautes à bord, qui peuvent manger ces légumes pour ensuite les replanter et ainsi de suite. L'expérience sera bientôt reconduite pour faire un test avec un module non plus de plantation mais d'élevage, et en tout cas, si ça fonctionne, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Mars One et pour l'exploration spatiale en règle générale. Mais éloignons-nous encore plus de la Terre et de Mars pour nous rendre aux confins de notre système solaire avec la sonde Voyager. Comme c'est un peu loin, on va faire une première étape avant de parler de l'événement de la semaine en jetant un œil par-dessus notre épaule. Vous vous souvenez de la photo de la semaine dernière de notre système Terre-Lune qu'on voit comme si on était sur Mercure ? Eh bien voici plus vertigineux encore, cette photo a été prise en 1990 par Voyager 1 alors qu'elle se trouvait à 6 milliards de kilomètres de nous, donc en moyenne la distance qui nous sépare de Pluton. C'est la photo de la Terre la plus éloignée qu'on ait et elle est connue sous le nom de Pale Blue Dot, point bleu pâle en français. Vous la voyez pas ? Mais si, regardez bien, elle est ici. Voilà. Et maintenant qu'on a jeté un dernier regard sur chez nous à 6 milliards de kilomètres de là, continuons notre voyage pour arriver là où se trouve Voyager 1 en ce moment, à 18,5 milliards de kilomètres. Elle est en train de sortir du système solaire, Voyager 1, pour entrer dans l'espace intersidéral, donc un espace entre les influences des étoiles alentour, et elle semble traverser une région que l'on ne soupçonnait pas, à savoir une autoroute magnétique, c'est-à-dire un endroit où les particules à hautes énergies entrent dans le système solaire et où les particules à basse énergie en sortent. C'est donc une découverte intéressante pour les scientifiques qui peuvent comprendre ce qui se passe à nos frontières, parce que le plus beau dans tout ça, c'est que Voyager 1 est parti il y a 35 ans et qu'il nous envoie toujours des données. Et elle sera le premier artefact à quitter le système solaire, incessamment sous peu d'ailleurs, et peut-être même avant, mais on ne sait pas trop.
Mais quittons-le tout de suite, nous, ce système solaire, et sortons même de notre galaxie, la Voie lactée, pour aller faire un tour du côté d'Andromède, la galaxie la plus proche de la nôtre. Elle a beau se trouver à 2,5 millions d'années-lumière de nous, et un jour, elle et la Voie lactée se feront un gros câlin cosmique puisqu'elles vont se rentrer dedans, dans 4 milliards d'années. Alors vous me direz, bon, ça laisse le temps de voir venir, hein, certes, mais justement, ça laisse donc le temps à Zooniverse de lancer le projet Andromède. Zooniverse, c'est une collection de projets sur le web qui utilise l'aide des internautes bénévoles pour aider les chercheurs à traiter les flots de données qui leur arrivent. Et le projet Andromède, c'est un site internet sur lequel chacun peut aider les scientifiques à trouver les amas d'étoiles à l'intérieur de cette galaxie pour prévoir quel genre de collisions se feront dans 4 milliards d'années. La phrase d'accroche est d'ailleurs pleine d'humour puisqu'elle dit « Aider les chercheurs à comprendre les merveilles de la galaxie d'Andromède parce qu'un jour on sera dedans ». Mais prenons encore du recul, loin de ces deux galaxies, c'est le tweet de la semaine et il nous vient du compte officiel de l'énergie et de la matière noire qui nous annonce un documentaire sur la matière noire, diffusé le 13 décembre à 22h50 sur Arte, et ça la rend visiblement sceptique. Ce qui peut se comprendre puisque le teaser mis en ligne par le CNRS commence par Étienne Klein qui explique ceci. Il y a des anomalies dans le comportement et la dynamique des galaxies, et pour comprendre ces anomalies, on imagine qu'il existe une matière noire, invisible, qui participe au mouvement de ces galaxies. Mais elle est d'origine et de nature inconnue. Alors, est-ce que ce documentaire nous en apprendra un peu plus ? Mystère, rendez-vous jeudi soir sur Arte en tout cas, et si je suis en forme, je ferai un live tweet sur le compte de la matière noire. Et pour finir ce podcast, quittons l'immensité cosmique pour revenir, aller vers notre bonne vieille Terre, et profitons-en pour faire un petit bond dans le passé avec la personnalité de la semaine, Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, c'est une actrice mythique du cinéma américain et européen des années 30 et 40. Elle est née en 1914 et morte en 2000, et elle a été la première femme à apparaître totalement nue dans un film non pornographique et à simuler un orgasme. Elle a dit un jour « N'importe quelle fille peut avoir l'air glamour, tout ce que vous avez à faire est de rester immobile et d'avoir l'air idiot. » Mais quel rapport entre cette femme et l'objet de ce podcast ? Eh bien, il se trouve que derrière l'icône glamour du cinéma hollywoodien se cachait une femme intelligente, passionnée de science et très douée en maths. Elle inventait régulièrement des trucs pour lui faciliter la vie, mais sans développer ni breveter. Et puis un jour, elle a rencontré un pianiste, Georges Antheil, et sur une idée à elle, ils ont mis au point un système de codage de transmission qu'ils ont breveté. Alors il est refusé par l'armée américaine dans les années 40, mais ils finissent quand même par l'utiliser en 62 lors de la crise des missiles de Cuba. Et en fait, ce système de brouillage des ondes est maintenant utilisé dans plusieurs applications civiles, comme le GPS, le téléphone portable, le Bluetooth et le Wi-Fi. Tout ça grâce à cette femme. Et moi, je trouve que c'est une très jolie histoire. C'est d'ailleurs là-dessus que je vais vous laisser. Merci à tous ceux qui notent et qui laissent des commentaires sur iTunes. C'est la meilleure façon de me dire merci pour le travail que je fournis pour ce podcast hebdomadaire. C'est beaucoup de boulot et ça fait vraiment plaisir de vous lire. Alors merci. Et bien entendu, n'oubliez pas de regarder le 20-20h tous les dimanches à 20h sur France 5. Vous pourrez m'y apercevoir. À la semaine prochaine.